Eskerik asko eskual tsaindia. Donc merci de m'avoir invité. Alors je dis souvent, je ne suis pas un député de Bretagne, mais je suis un député breton. C'est pas tout à fait pareil. Alors merci au maire de Bayonne pour ses propos encourageants et sa volonté que l'on connaît d'ailleurs de développer la langue basque. Et je dois avouer que je peux m'appuyer sur, en particulier, vos sénateurs, donc Max Brisson et Frédéric Espagnac, qui ont été des aides importantes pour que ça se passe bien au Sénat. Alors, la loi que j'ai eu l'honneur de porter et qui, pour moi, évidemment, est particulièrement importante puisqu'elle est de la conception même de ce qu'est être français. Vous avez une conception qui est celle du ministre de l'Éducation nationale, qui vous dira qu'en France, c'est l'État qui fait le citoyen, et donc c'est lui, puisque c'était lui qui est à la tête de l'État. Donc, lui impose sa vision de ce que doit être, en fait, un Français. Et dans ce contexte, qui est quasiment un contexte de réaction, pas de conservatisme, mais de réaction, j'en reviendrai, il y a eu des alertes qui ont été posées. Une des premières alertes, c'est certainement la loi Gatel, où finalement on a mis toutes ces écoles associatives, toutes ces écoles sous contrat, dans le même sac, c'est-à-dire on met une école islamiste et CHK ou Diwan dans le même sac. Et ça pose d'ailleurs problème aujourd'hui. Ça pose d'ailleurs problème aujourd'hui puisque quand vous avez une directrice, eh bien, elle est obligée d'avoir 5 ans d'expérience avant de pouvoir être directrice d'une école. Donc ce qui est quand même un peu incroyable, d'autant plus que dans l'école publique, ils ne sont pas gênés de prendre des gens qui sortent du concours et de les nommer directeurs si besoin. J'avais évidemment alerté l'attention du ministre de l'Éducation nationale qui évidemment n'a pas voulu en tenir compte. La deuxième chose, ce fut la loi Blanquer. La loi Blanquer, si vous voulez, c'est parti quelque part dans cette loi, le forfait scolaire, c'est parti de Loïc Chenet-Girard, le président de la région Bretagne, qui a dit au Premier ministre « Moi, je veux bien signer un contrat alors que l'État voulait appeler un pacte jacobin, girondin, c'était révélateur. » Et Loïc a dit « Bon, c'est pas girondin votre truc là, donc moi je veux bien à la limite que ce soit un pacte pour l'action publique, mais bon, ça va s'arrêter là. Par contre, je veux 3 choses dedans. » Donc les 2 premières choses concernaient l'accessibilité de la Bretagne en train et en voiture. Et il dit, la 3e chose que je veux, c'est le forfait scolaire pour les écoles associatives. On était dans la période où il n'y avait plus d'emplois jeunes, et donc les écoles associatives se retrouvaient dans une difficulté financière. Et le Premier ministre, Édouard Philippe, à cette époque, dit, d'accord. Donc la loi Blanquer arrive. Vous pouvez compter sur certains députés pour faire le show à l'Assemblée nationale. Donc on est en train de faire de l'obstruction législative. Et tout le monde commençait à s'énerver. J'avais mon collègue Marc Le Fur qui est très fort pour faire ce genre de choses. Et donc à un moment donné, je demande une interruption de séance et je dis, je veux que le ministre dise au banc qu'il va régler le problème, que c'est une promesse du Premier ministre et que ça va se régler au Sénat. Parce que le deal, il était que ça se règle au Sénat. C'est normal, c'est une question qui touche aux finances des communes. Et donc le ministre, effectivement, prend la parole et dit qu'il va régler le problème au Sénat. Entre-temps, à la région Bretagne, on fait écrire un amendement qui va bien, qui est porté par la sénatrice Blondin du Finistère et qui est voté au Sénat. Le problème était réglé. Et ne voilà-t-il pas que lors de la commission mixte paritaire qu'il y a juste après, entre quelques députés et quelques sénateurs, Blanquer propose une réécriture complète. Alors une réécriture, quand même, l'amendement, le texte, il fait quand même 1 page, et il dit aux députés et aux sénateurs qui sont là, il le fait porter par la rapporteure LREM de l'Assemblée nationale, et il dit « le problème est réglé ».
Donc, les députés et sénateurs qui sont là font confiance parce qu'ils n'ont pas le temps de lire la page entière. Sauf que Blanquer avait mis contribution volontaire. Et là, ça change tout. Si une contribution est volontaire, elle n'est plus obligatoire. Donc, il a fallu reprendre les choses ensuite. Et puis, il y a ce fameux rapport Bernabé, qui montre finalement que depuis 2019, Blanquer avait fait une commande politique qui était de montrer que finalement l'enseignement par immersion était anticonstitutionnel et qu'il fallait donc que le droit s'applique. Ce n'était pas, contrairement à ce qu'on avait pu entendre en 2017, qu'il fallait partir du terrain, voir les problèmes et les régler, c'était l'inverse. La vérité venait d'en haut et le peuple n'a plus qu'à se conformer à cette vérité. Et le rapport, il était là pour montrer que il fallait mettre au pas, en fait, les expérimentations d'immersion, entre autres au Pays Basque, parce que c'était vraiment vous qui étiez visés, je pense, en premier. Bien, ça, c'est la volonté d'un homme. C'est la volonté d'une partie de la technostructure. Je dis une partie parce qu'il ne faudrait pas là non plus généraliser. Et puis, il y a la réalité. La réalité, c'est le peuple. Et le peuple, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, par exemple, dans la paire de Fanch et du Tildet, il nous dit, mais l'administration n'a pas autre chose à faire que d'emmerder les citoyens avec une histoire de Tildet ? Est-ce que dans le monde qui est le nôtre, avec le réchauffement climatique, avec la géopolitique qui change, est-ce que tout cela est bien sérieux ? Évidemment, ce n'est pas sérieux. C'est une vision étatique et une volonté, quelque part, totalitaire, de vouloir imposer aux citoyens une façon de voir. Là, on n'est plus dans le cadre véritablement d'une démocratie au sens où les élus et l'administration sont au service de la population. C'est quelque part la population qui devient au service d'une idée. Et cette idée, en fait, elle est issue, on le sait, en France, de la période révolutionnaire, en particulier de 1793. Souvenez-vous, le fanatisme par le basque, de ce cher Barère. Donc, et je ne vous parle pas du bas breton ou de l'allemand ou de l'italien. Donc, la langue de l'émancipation et de la liberté, c'est bien connu, c'est le français. Alors évidemment, ça nous fait sourire, mais on voit bien qu'il y a de plus en plus une différence, un gouffre, je dirais, entre la façon dont le peuple et nos peuples se réinvestissent dans la langue, la façon dont les autres Français d'ailleurs nous voient, parce que essayer d'expliquer à quelqu'un dans la rue qu'il faut tuer les langues régionales pour que la France soit plus belle, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui y croient, à part quelques idéologues et quelques politiques. Ça s'arrête là. Donc aujourd'hui, on ne comprend plus, surtout qu'on est dans une société ouverte où on vous dit qu'il faut apprendre des langues, où on vous dit que de toute façon, quand vous irez à l'étranger, il faudra parler autre chose. Donc comment voulez-vous qu'en même temps, on vous dise d'être aveugle sur votre propre réalité linguistique et culturelle. Donc il y a quelque chose là qui est incompréhensible. Alors la loi que j'ai défendue naît un peu de ce mouvement de société que j'ai accompagné, puisque j'ai été à un moment donné président des parents d'élèves pour l'enseignement du breton à l'école publique pendant 10 ans au niveau Bretagne, président du conseil culturel de Bretagne, et j'ai pu voir, si vous voulez, les problèmes qui se posaient réellement sur le terrain. Et ma loi, c'était finalement mettre, j'allais dire, des petits cailloux qui permettent en fait de faire sauter un certain nombre de verrous. Et je l'avais construit avec Eneritz Sabaleta, qui est ici, et avec Monsieur Macias également, avec différents, bien sûr, juristes, mais aussi avec les acteurs de terrain. Entre autres Pascal Lindo, qui était président à cette époque-là de CHK. Et j'avais toujours dans la tête que, avec la révision constitutionnelle de 2008,
il y a deux choses qui sont importantes pour nos langues. La première, c'est que désormais, les députés et sénateurs pourront faire des propositions de loi, c'est-à-dire des lois qui sont d'origine parlementaire. Avant, ce n'était pas possible. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir présenter ma loi. La deuxième, c'est que j'avais une accroche dans la Constitution qui est l'article 75.1 sur lequel je pouvais m'appuyer pour pouvoir décliner ce 75.1 qui dit « Les langues régionales font partie du patrimoine de la France ». Donc, comment peut-on préserver et promouvoir le patrimoine de la France ? Eh bien, c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette loi. Je savais qu'avec une niche parlementaire, nous pouvions avoir une majorité au moins de circonstance. C'est-à-dire que ceux qui sont contre les langues régionales, souvent ne font pas l'effort de venir pour combattre la loi, parce qu'ils ont autre chose à faire. Le problème du député, c'est que c'est un généraliste. Donc, il a plus de travail qu'il ne peut en faire, et qu'il doit donc faire des choix. Et donc, on fait des choix par rapport à ce que l'on veut vraiment défendre. Et donc, quand on n'est pas vraiment conscientisé du problème, bien tout simplement, on ne vient pas. Et je me disais, avec les députés concernés des régions, on avait des chances d'avoir une majorité. Donc, en février 2020, la loi passe à l'Assemblée et effectivement, à certains moments, nous nous sommes retrouvés majoritaires. En commission, ça a été assez dur, parce que la loi a été votée, certes, mais avec 2 articles, simplement. Le premier article, qui dit que les langues régionales font partie du patrimoine de la France et que les communes, l'État participent à cette préservation et à cette promotion, et l'article qui permet un affichage bilingue. Bon, avec ça, c'est vrai qu'on ne s'engageait pas beaucoup. Mais dans l'hémicycle, on a été majoritaire à un moment, et donc on a pu réintroduire le changement de la loi Toubon, qui dit que la loi Toubon ne peut pas s'opposer à l'usage des langues régionales, et non pas à la législation sur les langues régionales. En fait, la loi Toubon, c'est un foutage de gueule législatif. Son article 21 disait « La loi Toubon ne s'oppose pas à la législation sur les langues régionales ». On était en 1994. Qu'est-ce qu'il y avait comme législation sur les langues régionales en 1994 ? Il n'y en avait pas. Donc c'est pas compliqué de le mettre, effectivement. Donc le changer un petit peu, en mettant l'usage, c'est un peu plus large. On verra bien si certains vont devant les juges et que diront les juges. On a rajouté également les signes diacritiques. Et puis un certain nombre de rapports. Le parti majoritaire, le groupe majoritaire, LREM, n'ose pas voter contre la loi. Et je pense que la consigne, c'était, écoutez, déjà, s'ils trouvent un groupe parlementaire pour que ça puisse repasser au Sénat, ce sera déjà pas mal. Et je pense que je l'ai su par quelques indiscrétions. Bonjour Madame Espagnac, c'est toujours un plaisir. Et Blanquer avait supputé que la loi ne serait pas reprise au Sénat. Il se trouve qu'entre-temps, il y a eu quelques élections au Sénat, qu'il y a eu un groupe écologiste qui s'est constitué et que dans ce groupe, il y avait un sénateur bien connu qui s'appelle Ronan Dantec qui n'attendait que le moment de pouvoir la reprendre, avec qui, évidemment, je m'étais entretenu. Je m'étais entretenu avec d'autres groupes aussi, et c'est eux qui ont été les plus rapides, si je puis dire. Et donc, le 10 décembre 2020, la loi passe au Sénat. Et alors là, j'allais dire Burzud. Burzud, en breton, ça veut dire miracle. Pourquoi ? Parce que non seulement le Sénat prend tout ce qui vient de l'Assemblée nationale, le vote conforme, ça veut dire qu'on le met de côté et on attend que la loi soit terminée, on ne le discute plus. Ça veut dire que pas de discussion sur ces articles-là à l'Assemblée nationale. J'aime autant, parce qu'une niche parlementaire, c'est court. Il y a d'autres collègues qui attendent pour des projets de loi, et donc, plus c'est court, mieux c'est. Et le Sénat réintroduit 4 articles. Un
techniques sur Mayotte pour que le kibushi et le shimaoré puissent être mis dans la liste des langues régionales, c'est la moindre des choses. 2 autres que j'avais proposés, un, bien sûr, pour enlever cette contribution volontaire dans le forfait scolaire, et dans ce cas-là, si on enlève contribution volontaire, la contribution devient obligatoire. Un autre qui était sur la généralisation de l'offre, c'est-à-dire que, si vous voulez, le fait de mettre les langues régionales dans le patrimoine ne donne aucun droit au locuteur, certes, mais il donne des obligations à la puissance publique de protéger ce patrimoine. Et donc, la moindre des choses que puisse faire la puissance publique, c'est de proposer la langue dans ces écoles aux différents citoyens, enfin là en l'occurrence les enfants et leurs parents. Et l'idée, elle était là. Alors c'est vrai qu'au Pays Basque, vous êtes quand même bien avancé, puisque je pense que la langue est proposée au moins sur une école sur 2, mais bon, il vous reste encore 50%, si je puis dire. Et puis, il y a un amendement qui arrive par surprise. Je savais qu'il aurait été un peu plus touchy, comme on dit en franglais. C'était l'amendement sur l'immersion, porté par une sénatrice d'Alsace. Bon, moi j'avais proposé dans ma première lecture quelque chose qui était une reconnaissance de l'immersion sans le dire, où je disais que les enseignants déterminaient le nombre d'heures nécessaires en langue régionale et en français de façon à arriver à une égale maîtrise des 2 langues. Je ne parlais pas d'immersion, ça revenait au même, mais bon, on n'a pas pu le faire passer à l'Assemblée nationale, et elle propose carrément un truc où immersion est marquée. Bon, j'avais dit à la rapporteure, bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée, ça va être vu comme un chiffon rouge, donc elle donne un avis défavorable, et c'est voté. Bon, bah écoutez, dans ces cas-là, on ne va pas être très bien, c'est voté. Et là, si vous voulez, ça a quand même fait l'effet un peu d'une bombe, c'est-à-dire que tous les associatifs qui s'étaient dit jusqu'à maintenant, bon, voilà, qu'il est gentil, il fait une loi, bon, c'est bien, il fait parler de nous, de là à ce qu'il soit voté, c'est quand même autre chose. Et là, ils se sont tous dit, c'est possible. Et donc, l'idée ensuite, ça a été que ça revienne à l'Assemblée nationale. Moi, je fais le gentil député, je dis, écoutez, on peut pas être moins 10 ans par rapport au Sénat, c'est pas possible. Donc, on vote conforme, la loi est promulguée, et comme ça, on avance directement. C'est ce que j'ai proposé, je leur dis, moi, je ne présente pas d'autres amendements. Donc, ils sont quand même un peu coincés. Et puis, il y a les associations qui font le boulot derrière, qui vont voir tous les députés. Je peux vous dire qu'en Bretagne, les députés qui n'étaient pas là, je crois qu'il y en a un, tous les autres, ils étaient là et ils ont bien voté. Alors, faut dire que le moment était un peu stratégique. Je dis pour rien, pour le coup, mais le fait d'avoir reculé les élections régionales, forcément, on est au mois d'avril, les élections régionales sont au mois de juin. Il y a des territoires comme ça où il vaut mieux pas dire qu'on est contre les langues régionales. En particulier en Bretagne, en Alsace, en Corse, en Occitanie, au Pays Basque. Finalement, on s'aperçoit que les allogènes et les minoritaires de la République, quand ils sont ensemble, en fait, ils sont majoritaires. Et la chose a voulu que juste après, il y avait une loi sur la fin de vie. Donc, tout le monde était là. Alors, je me suis dit, là, on va pas pouvoir passer avec une majorité de circonstances, on va y aller carrément. Et ma foi, ça s'est pas mal passé, puisque l'article qui est passé avec le moins de voix, c'est l'article sur le forfait scolaire, comme quoi, dès qu'on parle d'argent, c'est quand même sensible. Celui sur l'immersion, finalement, il est passé assez largement. Et la loi a été votée par, si je me souviens bien, 276 pour et 79 contre, quelque chose comme ça. Donc je dirais, il n'y a pas photo. On voit bien. Et j'avais pu dire à l'époque que c'était une victoire du peuple, une victoire des territoires sur la technocratie parisienne. Alors, sur ces entrefaits, je ne voyais pas quel groupe
pouvait se permettre de faire un recours au Conseil constitutionnel. Parce que normalement, le recours au Conseil constitutionnel, c'est fait pour défendre la liberté des députés. Et j'étais à peu près tranquille dans le groupe majoritaire, bien que la consigne fût de voter contre la loi, les 2/3 des députés LREM qui étaient dans l'hémicycle ont voté pour la loi. Donc, je savais que s'il y avait un recours au Conseil constitutionnel, il aurait trouvé quelque chose. Et là, donc, le recours est initié par le ministre de l'Éducation nationale, contrairement à ce qu'avait dit le gouvernement, où le gouvernement avait dit « bon, nous, on ne fera pas de recours ». Donc lui, il fait son recours. Un recours absolument pas dans les normes habituelles du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a accepté un recours qu'on aurait pu qualifier d'illégal. Normalement, quand il y a un recours au Conseil constitutionnel, il faut des signatures manuscrites. Là, et c'est le Conseil constitutionnel qui l'avait demandé dans sa jurisprudence. Là, il a accepté des signatures électroniques. Ensuite, le recours au Conseil constitutionnel qui a été écrite par la conseillère parlementaire du ministre Blanquer. Vous savez, quand vous envoyez des choses sur Internet, il vaut mieux écraser les datas parce que sinon, on sait qu'il l'a écrit, on sait à quelle heure et il a été envoyé, etc., etc. Et ça, donc on l'a su assez facilement. Et oui, il y a des gens comme ça qui se font prendre avec les doigts dans le pot de confiture. Et ce recours est mal écrit, pas bien fondé en droit, et normalement, il n'aurait pas dû être accepté par le Conseil constitutionnel. Or, il a été accepté. Ce qui montre que le Conseil constitutionnel a une vision totalement politique de la chose. C'est plus une vision juridique. Et je tiens à le dire aujourd'hui parce que le gouvernement a décidé de ne pas tenir compte finalement de la décision du Conseil constitutionnel. On l'a vu au Pays Basque où 4 écoles ont ouvert en immersion, alors que l'année d'avant, il avait fallu se battre et que le ministre, dans sa volonté de mettre les écoles qui font de l'immersion au pas, avait finalement, là, il a lâché. Et le gouvernement a lâché. Et je trouve qu'ils ont raison. Pourquoi ? Ils ont raison parce que le Conseil constitutionnel fait toujours une interprétation erronée de la volonté du constituant. Ça fait 20 ans que ça dure. Puisque je me souviens bien que le rapporteur de l'article 2 de la Constitution s'appelait Alain Lamassoure, me semble-t-il, un basque, il a toujours dit, et on peut se référer aux discussions de l'époque, l'article 2 est tourné contre les langues étrangères, pas contre les langues régionales. Or, le Conseil constitutionnel, dans ses décisions, 1998, il en a donné un certain nombre entre 1998 et 2002, utilise cet article 2 contre les langues régionales. En 2008, le constituant, conscient de cela, met les langues régionales dans la Constitution au 75.1, le Conseil constitutionnel décide de ne pas en tenir compte. Donc il y a un moment où il faut savoir si c'est les représentants du peuple qui font la loi ou si c'est la technostructure. Et là, il est évident, il me paraît nécessaire, que le constituant reprenne la main et dise clairement, eh bien, que la méthode par immersion est constitutionnelle. Alors, on pourrait avoir... Alors, je me suis exprimé la semaine dernière, alors Ouest France a dit, je demandais le changement de l'article 2. Non, ce que je demande, c'est un changement de la Constitution, pas forcément l'article 2. Et d'ailleurs, on peut compléter le 75.1, par exemple, en mettant les langues régionales font partie du patrimoine de la France, leur enseignement est déterminé par la loi, la méthode par immersion est constitutionnelle, on peut utiliser les langues régionales dans l'état civil et dans les services publics. Point. Voilà. Et c'est évidemment à ça qu'il nous faut arriver aujourd'hui. Vous pouvez remarquer que le pouvoir exécutif, aujourd'hui, ne jette pas d'huile sur le feu.
il y a effectivement une circulaire en préparation. Un certain nombre, alors donc le président de l'OPLB était là tout à l'heure. Nous avons été reçus effectivement au ministère de l'Éducation nationale. On est en train d'écrire cette circulaire. Mais vous comprenez bien que ce n'est qu'une circulaire, que dans notre ordre juridique, c'est même en dessous d'un arrêté. C'est largement en dessous de la loi et c'est largement en dessous de la Constitution. Donc il nous faudra régler le problème de façon pérenne. Et pour cela, il faut le faire en changeant la Constitution. Je crois que on avait essayé de forcer un peu le gouvernement à mettre cela à l'ordre du jour, mais là, je dois avouer que nous sommes trop tard maintenant. Vous voyez aussi une certaine hystérie collective sur les idées de grands remplacements, enfin honnêtement, ce que l'on peut voir sur les chaînes d'infos en ce moment où, je dirais, plus on a des positions stupides, plus on est invité, et plus on défend des choses qui vont contre le vivre ensemble et contre la cohésion sociale, et finalement, plus on est invité. Avec des choses ridicules à tel point, dès qu'on y réfléchit un tout petit peu. Par exemple, comment un polémiste peut-il dire qu'il faut donner des noms français à nos enfants alors que lui-même porte un nom d'origine scandinave? Il y a quand même un certain nombre de choses comme ça qui peuvent nous faire rire, et donc on est très proche quand même du ridicule. Heureusement, ça ne tue pas. Donc, 5 minutes, j'arrive à la conclusion. Ma conclusion, elle peut être plusieurs idées. La première, c'est qu'aujourd'hui, l'opinion publique, globalement, à la fois dans nos territoires, mais à la fois dans toute la France, a basculé. Elle a basculé parce que aujourd'hui, elle ne comprend plus cette politique qui consiste à essayer d'éteindre, d'étouffer les langues régionales. Donc, finalement, le mouvement commencé dans les années 50, qui est un mouvement mondial, qui a commencé avec les tribus amérindiennes, qui ont commencé à se réapproprier leur langue. Vous savez, ceux qui ont bien servi pendant la Seconde Guerre mondiale, les Navajos, entre autres, puisqu'ils avaient le code, en fait, quand ils étaient contre les Japonais ou les Allemands, c'était tout simplement leur langue. Et effectivement, les autres à côté, alors les Japonais n'ont jamais compris que c'était pas un code, mais que c'était une langue. Les Allemands l'ont compris, avaient commencé à former des traducteurs, mais le temps qu'on les forme, évidemment, c'était un peu long. Donc, ce mouvement mondial, et on l'a vu au Pays Basque, Pays Basque et Gualdé, pour le coup. Et d'abord, bien sûr, Iparraldé ensuite. Et pour nous, les Bretons, au Pays de Galles. Donc ce mouvement, évidemment, il touche la France. Et il va continuer à la toucher. La deuxième chose, c'est que les allogènes de la République, les allogènes internes, si je puis dire, que nous sommes, si nous nous mettons ensemble, nous avons un poids politique non négligeable. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin d'être majoritaire. Et dans la mesure où nous prenons conscience de ce que nous sommes, eh bien, il sera très difficile, bien sûr, de nous refuser un certain nombre de choses pour nos langues. Donc, ayons espoir. N'ayons pas peur, comme disait quelqu'un. Et puis, je terminerai en disant que nous avons une époque aujourd'hui qui est devant nous, qui va s'étaler jusqu'en juillet 2022. Cette époque, elle est l'époque où finalement on rase gratis. Donc, il faut en profiter. Parce qu'il n'est pas certain que si on vous fait des promesses, elles iront au bout, mais vous pouvez être sûr que si on ne vous fait pas de promesses, il n'y aura rien. Donc, il est venu le moment de réclamer, d'aller voir les candidats, bien sûr à la présidence de la République, mais aussi les candidats aux législatives ensuite. Et puis, il est important de continuer notre travail aussi vis-à-vis des médias et vis-à-vis des médias parisiens. Donc ce mouvement-là qui est de convaincre la société d'une part, de le faire avancer au niveau politique d'autre part, il est en marche, si je puis dire, mais il faut continuer.
Donc voilà, c'est un message d'espoir que je vous donne parce que on m'a tellement dit quelquefois que finalement je perdais mon temps à essayer de faire une loi sur les langues régionales. Mais il y a, tant que le match n'est pas joué, il y a toujours un espoir. Et tous les combats qui ne sont pas menés sont perdus d'avance. Donc menons le combat, et je pense qu'aujourd'hui nous pouvons même le gagner. Je vous remercie de votre écoute.